Mais là, toi, tu me parles de projet en Portugal. Ouais. C'est quoi? C'est une maison? Ben, C'est... écoute, je check ça parce que là, je me dis, je veux commencer à faire des moves plus sérieux d'immobilier. Tu sais, dans le D'accord. sens, tu sais, comme investir des plus gros montants parce que. Merci d'être venu à mon podcast, j'apprécie vraiment. C'est comme je te disais, le but de mon podcast, là, c'est de parler des vraies affaires, business, argent, entrepreneuriat. Comment on fait pour être entrepreneur, tu sais? Fait que, parle-moi un peu de toi. C'est quoi que tu fais dans la vie? C'est quoi que, tu sais, pourquoi tu es devenu entrepreneur, en fait? OK. Bien, ce que je fais dans la vie, c'est du recrutement de personnel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des clients qui ont des demandes spécifiques par rapport à du recrutement, par rapport à des employés. On entend beaucoup parler de pénurie de main-d'œuvre ces temps-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter des employés sur mesure pour nos clients. Donc, en fonction des besoins de nos clients, on va aller chercher des employés. On est rémunéré un peu comme des courtiers immobiliers, une commission si la personne est embauchée. OK. Et ce que j'apprécie dans ce milieu-là, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. C'est vraiment comme le Far West. Donc, on est payé uniquement si on donne des résultats. Le client peut travailler avec plusieurs personnes en même temps, peut faire son recrutement à l'interne. Donc, c'est vraiment un environnement qui est très concurrentiel pour nous. OK. Donc, c'est très stimulant. Puis ça fait en sorte que, bien, on doit fournir, puis on doit toujours constamment s'améliorer si on va être rémunéré. Ouais. OK. Mais là, moi, pourquoi, en fait, tu sais, je trouvais que c'était intéressant ton profil parce que, en tout cas, de ce que je vois des réseaux sociaux, ça reste que c'est les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si c'est la réalité. Oui. Mais tu as l'air de bien réussir dans ta profession. Bien, c'est peut-être juste une apparence. Peut-être C'est qu'en ça, réalité, c'est ça, tout est faux. Ben, est-ce que c'est le cas? Peut-être. Mais ben non, heureusement, mais ça aurait pu. Puis je pense que c'est important aussi de faire attention à qui on suit sur les réseaux sociaux parce que il y a des gens qui ont l'air d'avoir du succès qui en ont, il y a des gens qui ont l'air d'avoir du succès puis qui n'en ont pas réellement. Il y a des gens qui ont énormément de succès puis qui n'ont pas l'air d'avoir du succès. Fait que je pense que ça vaut la peine d'avoir un discernement puis un peu de pensée critique sur qui on suit puis quelle information on consomme aussi. Exact. Puis ça, c'est une chose importante, c'est que les gens, des fois, consomment l'information qui est accessible facilement au lieu de prendre le temps de réfléchir à la bonne information. Je fais une petite parenthèse, on parle de se lancer en affaires. Souvent, les gens vont pas repenser à l'information qu'ils vont consommer. Je vais donner un exemple très concret. Quand c'est le temps de lire un nouveau livre, je vais passer comme des fois 1 heure, 2 heures juste à trouver le bon livre que je vais lire, juste pour être sûr que l'information que je consomme va faire du sens et pas juste de lire un livre parce qu'on me dit de lire un livre. Je vais vraiment prendre le temps de faire des bonnes recherches pour filtrer l'information que je vais avoir. OK, à ce point-là. Oui. Mais je te dirais que, en tout cas, je ne veux pas dire notre génération ou ma génération, tu sais, moi j'ai 28 ans, là, mais j'ai comme l'impression que les jeunes, ils veulent le côté facile. Le côté où ce que tu les flattes et tu leur dis, être entrepreneur, tu vas faire du cash, tu vas faire beaucoup d'argent. Tu sais, moi, je parle pour ma profession, je suis courtier immobilier, puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir courtier immobilier, mais pour les sous. Oui. Puis là, tu arrives dans le domaine, tu as les 2 pieds dedans, et c'est là que tu manges la claque, puis tu es comme, OK, c'est vraiment pas ce que je croyais, là. Je ne veux pas dire que c'est de la merde, mais il va falloir que tu travailles. Oui. Il va falloir que tu manques de sommeil là, si tu veux réussir, tu sais. Fait que je pense que ce côté-là, c'est que les gens, on dirait que quand ils voient ce qu'ils ont envie d'être ou ce qu'ils aimeraient, ils sont rassurés par rapport à ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. J'en pense que les gens sont très mauvais pour gérer leurs propres attentes et les attentes des autres. Je pense que les gens voient beaucoup à court terme plutôt qu'à moyen-long terme. Je pense qu'en fait, de blâmer notre génération qui a un accès beaucoup plus grand à l'information, justement, j'en viens à ma première réponse, c'est que la différence peut-être entre notre génération et les générations antérieures, c'est qu'on a un accès littéralement ou pratiquement infini à de l'information qu'on peut consommer à différents points de repère, ce qui fait en sorte que peut-être que c'est plus facile pour des gens de prendre des décisions hâtives à cause de ça, mais je pense pas que ce soit... Je pense que c'est pas parce qu'on est né comme ça, je pense que c'est plus qu'on a été conditionné comme ça à cause du fait qu'on ait un plus grand accès à l'information. Puis, bon, pour répondre à ta question, est-ce que les jeunes ont l'impression de vouloir faire de l'argent vite? Est-ce que les gens se font vendre l'entrepreneuriat? Oui, mais je te dirais que moi, j'ai réalisé qu'il y avait un peu une dualité, si on veut, entre le fait que la majorité des gens s'essaient et échouent et se plantent et que ça ne fonctionne pas pour eux parce qu'ils gèrent mal leurs attentes. Et aussi le fait que pour d'autres personnes, ça fonctionne. En fait, ce que je trouve intéressant de constater, c'est que même si on se dit que la majorité des gens vont mal gérer leurs attentes, même vont avoir un comportement assez médiocre par rapport à ce qui se passe. Donc, vont avoir une mauvaise réaction, vont tendance à avoir à baisser les bras, vont tendance à avoir, disons, un comportement qui est très défaitiste. Bien, moi, ce que je trouve intéressant,
Le positif là-dedans, c'est que ça en laisse plus pour les gens, disons, comme toi et moi, qui veulent mettre les efforts. Fait que de la même façon que des fois, ça peut être lourd, on entend encore des entreprises qui blâment la COVID pour des mauvais comportements qu'ils ont avec leurs consommateurs, avec leurs clients. De la même façon que, ça veut dire qu'il y a une place dans le marché pour quelqu'un qui veut faire les choses mieux puis pas se trouver d'excuses. Fait que je pense qu'il y a une certaine dualité entre, oui, c'est frustrant, oui, on peut constater qu'il y a beaucoup de monde qui sont des peddlers ou des entrepreneurs, mais en même temps, bien, ça laisse plus de place pour d'autres personnes qui veulent peut-être faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Donc, c'est toujours plus rentable de choisir le chemin, pas toujours, mais c'est souvent plus rentable de prendre le chemin plus difficile que les autres personnes n'aiment pas prendre. Puis, je vais aller dans cette direction-là avec le conseil par rapport à se lancer en affaires que je vais mentionner plus tard. Quand tu choisis de faire la chose que les autres ne préfèrent pas faire, à moins qu'il y ait une raison précise, si c'est juste une question de difficulté ou de challenge psychologique, c'est souvent la bonne chose à faire si tu veux avoir du succès plus rapidement. Écoute, c'est tellement fou ce que tu dis parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Toutes les choses que je déteste faire ou que je ne veux pas faire, parce que ça me met dans une position que je n'aime pas, je dois les faire tout de suite. Oui. Parce que automatiquement, mon cerveau, si je ne le fais pas ou je ne passe pas à l'action tout de suite, mon cerveau, là, il y a comme un petit hamster là, qui marche là, puis qui dit « Ah, Marsha, tu vois l'idée que tu as eue, là? Laisse tomber, va que sur ça, ça va pas bien aller. » Les gens ne vont pas vouloir te suivre, tu comprends? Oui. Puis j'ai l'impression que, puis c'est pas nécessairement que notre génération, je pense qu'il y a des gens qui ont des super beaux idées, des beaux projets, mais il y a toujours ce petit hamster-là qui joue dans notre tête et qui nous dit « ben you know what, tu vas pas être capable, ça vaut pas la peine, il y a trop de compétition. » Moi, quand j'avais fait mes cours pour être courtier immobilier, je parlais à mon oncle, puis il dit « Ah, comment ça va à l'école? » Puis je dis « Ça va super bien, puis tout ça. » Il dit « Ouais, mais il dit, je pense pas que courtier, c'est fait pour toi. Là. Tu le sais-tu qu'il y a beaucoup de compétition dans les secteurs que tu veux travailler? Je connais tous les courtiers, tu vas jamais y arriver. » Tu sais? Puis honnêtement, pour vrai, même de te le dire en ce moment, ça m'a fait de quoi? Parce que je me dis, Colin, c'est une personne de ma famille qui devrait me soutenir, mais qui me dit ça. Donc, je pense que l'obstacle que les jeunes ont, ça vient aussi de là. Oui, bien effectivement, mais encore une fois, les gens, de la même façon que les gens se lancent dans des lectures, bien, il n'y a pas assez de gens qui lisent, mais disons, pour les gens qui s'intéressent à apprendre, ils vont se lancer un peu dans toutes les directions. C'est un peu la même chose qui va arriver avec les gens. Quand c'est le temps de prendre une décision, OK? Les gens vont avoir tendance à aller vers les gens qui sont proches d'eux, pas forcément les gens qui peuvent bien leur répondre. Comme, je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai aucune information sur ce que fait ton oncle ou quelle est l'expertise de ton oncle, mais l'affaire, c'est si ton oncle est courtier immobilier, si ton oncle est dans l'immobilier, si ton oncle est entrepreneur, bien, ça peut être une bonne personne à qui poser la question. Mais si ton oncle n'est pas là-dedans, bien, c'est pas une bonne personne à qui poser la question. Puis l'affaire, c'est que c'est pas parce que c'est des gens dans ta famille que forcément, c'est la bonne personne à qui poser la question. Parce qu'on part du principe qu'il faut demander l'avis à des gens qui connaissent, qui sont crédibles dans ce qu'ils ont à te répondre, dans ce qu'ils ont à te fournir comme information. C'est très important, encore une fois, je réitère, de considérer de qui vient l'information qu'on va absorber. Fait que ton oncle, qu'est-ce qu'il fait? Moi, mon oncle, écoute, il est électromécanicien. Donc il n'est pas... non, il n'est pas conseiller. Donc, ton oncle, si tu avais une question au niveau de l'électricité ou au niveau de tout ce qui est, j'imagine, tout ce qui est machinerie, automatisme industriel, ce serait sans doute la bonne personne à qui poser la question. Exact. Mais ce n'est pas la question que tu avais pour lui. Fait que c'est sûr que tu ne peux pas... Disons qu'on accorde une crédibilité de 0 à 10 à ce que les gens nous disent, mais on pourrait y accorder peut-être un 2 points parce qu'il te connaît. Mais les autres 8 points, il serait même pas... Il n'a pas l'information nécessaire pour te répondre adéquatement. Donc, son opinion, sans arrogance, ne vaut pas grand-chose pour cette question-là. T'as raison, t'as raison. Non, t'as raison à 100%. Et écoute, puis je pense que c'est là le plus gros fléau qu'on a en ce moment, puis c'est même pas que chez les jeunes, là. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, si je te donne un exemple, moi ça m'arrive, les clients vont me dire « Ah, écoute, j'ai parlé à un tel, puis la personne m'a dit « Garde, Marsha, je pense que c'est mieux que tu attendes avant d'acheter une propriété. Embarque-toi pas tout de suite là-dedans. Les taux d'intérêt sont élevés, on rentre dans la COVID. » Puis là, je suis comme « OK, ben c'est qui la personne qui t'a parlé de ça? » Puis il y en a une qui m'a dit « Ah, ben je pense que c'était sa tante ou je sais pas quoi. » Puis je dis « Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Es-tu propriétaire? » Puis elle dit « Non, non, au contraire, elle ne travaille pas, elle est dans un HLM. » Je suis comme « Ah, OK, d'accord. » Tu sais, c'est pas méchant, là, comme tu dis, là, mais c'est comme « OK, la personne n'est pas propriétaire, ne sait pas c'est quoi être propriétaire, n'a pas passé avec tout le processus que ça demande, puis là, tu conseilles à quelqu'un de ne pas acheter. » Exactement. Est-ce que toi, dans ton processus, parce que, tu sais, moi, je le dis souvent, on n'est pas entrepreneur, on le devient. Moi, c'est ce que je pense.
OK? Puis moi, je ne sais pas, toi, ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, ben moi, je me vois être entrepreneur, puis je me vois partir mon entreprise? Bien, en fait, je suis en bonne partie d'accord avec ce que tu viens de mentionner. Je te dirais, il y a des gens qui vont avoir peut-être à cause... En fait, là où je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que tout est une question de conditionnement, puis de nature, si on veut, puis de culture dans un sens. C'est-à-dire que plus une personne va être exposée à certaines variables, plus cette personne-là va avoir des chances de réussir aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une certaine nuance là-dedans. Maintenant, tu sais, je te dirais, ce qui fait une différence dans les gens qui vont être capables d'avoir du succès, c'est beaucoup moins une question d'intelligence qu'on pense. C'est plus une question, je te dirais, de certaines qualités précises, comme par exemple la discipline, la pensée critique, la discipline, la pensée critique, la curiosité, le fait d'être capable de quand même toujours remettre en question ses façons de faire et de chercher l'innovation et aussi de s'entourer de personnes qui sont meilleures que toi, d'être capable d'avoir à la fois un très gros ego, mais en même temps de mettre son ego de côté quand c'est le temps. C'est plus ces trucs-là que de l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui se développe. Puis moi, ça va sonner condescendant et ça ne l'est pas, mais j'ai un très, très grand respect pour les gens qui sont un peu moins intelligents et qui ont énormément de succès parce que je me dis, pour eux, bien, ça a été encore plus difficile de se rendre là. Ça veut dire qu'ils ont fait preuve d'encore plus de sacrifices, ils ont fait un encore plus gros bout de chemin. C'est vrai pour, pas juste pour les gens qui sont moins intelligents, c'est vrai pour n'importe quelle personne qui l'a eu juste moins facile en général. Plus tu pars de loin, mais ce qui est intéressant en même temps, puis il y a peut-être une nuance par rapport à des gens qui l'ont eu plus difficile mais qui sont intelligents, c'est que le plus tu vas partir de loin, le plus est-ce que quand tu vas commencer à avoir certaines liquidités, certaines ressources, le plus ça va être facile pour toi parce que tu vas l'avoir eu très, très difficile. Je comprends. Puis c'est vraiment ça qui va faire une différence. Puis c'est drôle, tu sais, je regarde des gens d'affaires, disons par exemple, ben, tu vas connaître Jay-Z. Mais oui. Jay-Z qui est milliardaire. Oui. Mais tu sais, je veux dire, ce gars-là a réussi à partir littéralement de rien. Puis tu sais, je veux dire, oui, OK, c'est un musicien, mais comme... C'est pas juste un musicien. C'est un musicien qui a utilisé, en fait, c'est un homme d'affaires qui a utilisé la musique comme plateforme pour créer quelque chose qui transcende la majorité des gens qui ont déjà essayé d'être en art. Puis, je veux dire, on va se dire les vraies choses. Puis, je veux pas sonner bizarre en disant ça, mais je me dis, si tu es un homme noir, je vais le dire, c'est sûr que c'est encore plus difficile. Fait que le fait qu'il se soit rendu là, il y a toute mon admiration, parce que je me dis, le gars part peut-être d'une coche plus loin à cause de ça. Fait qu'il a fallu qu'il fasse tout ça pour se rendre. Je trouve que ça fait en sorte que son histoire est encore plus comme grandiose, si on veut. Puis j'espère que je ne suis pas déplacé en disant ça. Non, pas du tout. Et je vais être honnête avec toi, je suis contente que tu abordes le sujet. On peut en parler. Parce que, tu sais, moi, je suis haïtienne, toi, probablement, tu es québécois. Donc, la question que j'ai envie de te poser, parce que tu m'as ouvert la porte, selon toi, est-ce que pour un Québécois, quelqu'un qui est né au Québec, c'est beaucoup plus facile de, même pas nécessairement de devenir entrepreneur, là, mais de réaliser ses rêves, d'avoir des portes qui vont s'ouvrir à cette personne-là? Écoute, oui et non, je vais nuancer ce que je vais dire. OK? Est-ce que tu savais, puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parler parce que je pense qu'il y a énormément de désinformation par rapport au racisme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette carte-là pour des mauvaises raisons, puis ça fait de l'ombre aux gens qui veulent vraiment contribuer à la cause. Ça, c'est quelque chose que je trouve pénible. Mais si je peux répondre adéquatement à ta question, est-ce que tu savais que si on prend, disons, aux États-Unis, parce que ma statistique vient des États-Unis malheureusement, mais c'est le même principe. Les gens d'origine africaine qui immigrent aux États-Unis ont plus de succès, largement plus de succès en moyenne que les gens noirs qui sont nés aux États-Unis. Pourquoi? Bien, parce que ça a été plus difficile pour eux. Si tu pars d'un pays où la vie est plus difficile, puis que tu dois te fendre en quatre pour immigrer aux États-Unis, faire ta vie, étudier, faire ta business, bien, c'est beaucoup plus difficile pour toi. Ce qui fait que quand tu arrives là-bas, bien, contrairement à quelqu'un qui l'a eu plus facile, bien, tu vas être meilleur. Tu n'as pas le temps de niaiser. Exactement, tu n'as pas le temps de niaiser. Fait que toute cette difficulté-là que tu as eue, puis tout le temps que tu as pris à investir pour devenir une meilleure personne, bien, quand tu arrives dans un pays où, tu sais, quand tu passes d'un pays où c'est moins facile à un pays où c'est plus facile, bien, ça fait toute la différence. Savais-tu qu'au Sénégal, ça prenait 2 ans pour partir une business? Aux États-Unis, ça peut prendre 20 minutes.
Tu comprends? Si tu as passé ta business au Sénégal, ça t'a pris 2 ans de l'avoir, puis que tu as été capable de passer par-dessus un certain niveau de corruption, un paquet de problèmes, puis que tu rentres aux États-Unis, bien, tu vas juste battre tout le monde. Tu sais. Ben oui, ben oui. Fait que pour répondre à ta question, je te dirais, est-ce qu'un Québécois le plus facile qu'un, disons, un immigrant? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il va prendre cette opportunité-là? Vraiment pas toujours. C'est ça l'affaire. C'est que c'est un peu à double tranchant. Moi, je te dirais, écoute, puis c'est peut-être plate à dire, mais comme si tu l'as eu plus difficile, mais tu es quelqu'un de résilient qui veut mettre les efforts, puis que tu te rends à un certain point, bien, tout le reste va être plus facile pour toi. Mais de la même façon, est-ce que, à toute proportion gardée, oui, puis tu sais, moi je veux dire, je n'ai pas la prétention de savoir c'est quoi de vivre du racisme, mais j'ai vécu certaines choses dans ma vie, puis j'ai eu la chance d'avoir des gens proches de moi qui m'ont parlé de certaines choses aussi, qui m'ont donné une certaine conscience, puis j'ai pas la prétention de dire que je sais c'est quoi, je suis très loin de ça. Et il m'est arrivé une mésaventure il y a quelque temps où j'ai eu une altercation avec un policier moi dans le fond, j'ai une Porsche, une Carrera neuve, puis je me promène souvent en camisole. Puis je me promène dans un quartier, disons, un peu défavorisé. Puis on m'a arrêté, puis on m'a vraiment... Tu sais, les gars étaient pas cool avec moi. Puis je sentais que c'était à cause de ça. Tu sais, c'était évident. Je veux dire, puis je l'ai senti, puis la première chose que j'ai faite après, puis c'est que j'ai appelé un de mes amis, un de mes bons amis d'origine haïtienne, j'ai dit « Hey man, comme, c'est fou ce que je viens de vivre. » Tu sais, lui, il me dit « Moi, ça m'arrive 2-3 fois par mois, me faire arrêter par des polices. » Puis je pense... Tu sais, ce qui est plate avec ça, c'est que les polices qui sont pas corrects, qui sont sûrement une minorité, bien, c'est eux que tu vois parce que c'est eux qui font ça. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu associes toutes les polices à ça. Bref, je ne rentrerai pas là-dedans, mais la première affaire que j'ai faite, c'est que j'ai appelé Patrick. Je dis, hey Patrick, comme je l'ai vécu pendant 15 minutes, puis je me dis, imagine vivre ça comme plusieurs fois par mois, puis quand même être capable d'avoir le succès que bien des gars ou des femmes ont. Puis je me dis, comme, c'est vraiment une bonne question parce que d'une part, si tu es tough, puis si tu fais ce que tu as à faire, bien, tout va être plus facile pour toi après. Mais en même temps, si tu es plus ordinaire, bien, ça va être encore plus dur pour toi. Fait que... Effectivement, mais moi, la petite problématique que j'ai au Québec, j'ai l'impression que, étant donné qu'une personne est noire, haïtienne ou de couleur, même arabe, peu importe, que l'opportunité qu'il aurait pu avoir, il n'aura pas la même chose que peut-être toi. Tu as raison. Que ce soit pour une entrevue. On va y aller là-dedans, une entrevue. Puis ces annonces-là passent assez souvent. Là. Il y a des employeurs, carrément, juste avec le nom, ils sont comme, je l'appelle 100 même pas. On peut en parler si tu veux. Mais c'est ridicule, là. Tu as raison que c'est ridicule. Et tu sais quoi, je peux te raconter une histoire intéressante. Moi, j'ai un de mes collègues du nom de Karim Adada, qui est arabe, comme tu peux t'en douter. Puis lui, en fait, ça faisait 8 mois qu'il cherchait un job. Pour te faire une histoire courte, là, ils l'ont packagé out. Packagé out, c'est tu te fais donner un bonus parce qu'on te sort d'une compagnie. Ça faisait 12 ans qu'il était pour la compagnie. Il était très bon. Ça te packagé out parce que quand ils n'ont pas de raison de te licencier, bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent la paie dans un montant. C'est ça qu'ils ont fait. Mais c'est même pas ça l'histoire. Ça faisait 8 mois qu'ils cherchaient un job. Moi, en tant que chasseur de tête, j'étais tombé sur le gars. Puis je disais, hey, on va t'envoyer quelque part. Puis on l'a envoyé en entrevue dans une entreprise que c'est juste des Québécois. Puis ils ont dit littéralement, il est parfait, Karim, mais il est trop parfait, on ne l'embauchera pas. Lire, le gars est arabe, on ne l'embauchera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai dit, tu sais quoi, Karim? J'aimerais ça te rencontrer, puis j'aimerais ça parce que moi, je suis partant de travailler avec du monde qui sont trop parfaits, ça m'intéresse. Je suis willing. Fait on s'est rencontrés, puis finalement, tu vois, Karim et moi, aujourd'hui, on a lancé une entreprise ensemble, puis comme ça va bien, puis ça avance. Et tu sais, comme on fait du recrutement, puis Karim se fait littéralement dire par des clients comme « embauche pas d'arabe ». Il est arabe, il se fait dire ça par des clients. Fait que oui, c'est vrai ce que tu dis. En même temps, c'est là où j'en viens à mon principe que c'est frustrant, mais je pense que la frustration peut amener le changement. Je pense que si tu prends ça puis tu te dis comme « OK, moi, qu'est-ce que je peux faire à court terme? » Bien, je peux trouver une business ou un produit qui va servir ma communauté. Puis une fois que tu as du succès dans ta communauté, bien là, tu peux sortir de ta communauté. Effectivement. Fait que moi, c'est très facile à dire pour moi, j'en conviens. Puis je veux dire, je m'excuse de ne pas peut-être avoir la capacité de dire ça en l'ayant vécu comme je pourrais, mais comme en même temps, je pense que si tu es un peu opportuniste et si tu vois les opportunités, si tu es capable de les saisir, même si c'est plus difficile, c'est pas impossible. Puis il y a des gens plus intelligents, beaucoup plus talentueux que moi, Jay-Z, qui l'ont fait. Effectivement. Fait que c'est possible, mais c'est plus difficile. C'est sûr et certain que c'est plus difficile. Bien, je pense en fait que le problème, c'est que les gens ne devraient pas s'arrêter à ça. Pour dire, je m'assois sur mon sofa, je fais rien, exact. Je vais pas travailler, si j'ai envie de partir une business, je ne le fais pas. Tu comprends? Est-ce que c'est dur? Oui, Carlis, c'est dur. Puis je pense que ça va l'être encore pour un beau bout de temps, malheureusement.
C'est ça la réalité, tu comprends? Mais je suis contente que, malgré que tu es un Québécois, tu es né au Québec, j'imagine, que tu sois ouvert par rapport à ça, de dire, ben écoute, il y a un problème. Oui, il y a un autre problème. Est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose? Vas-y, dis-moi. Le problème de victimisation est un problème qui est répandu à travers le monde en général. Par contre, l'affaire, c'est que, comme tu dis, si tu te victimises davantage, bien, en fait, tu n'aides pas ta cause, tu fais en sorte que la cause recule. Puis quelque chose que j'ai observé, c'est deux choses. J'ai déjà entendu parler, moi, premièrement, depuis que j'ai eu la chance d'avoir l'éducation de mon ami Patrick, parce qu'avant, je vais être transparent avec toi, avant, j'étais quelqu'un qui était plutôt nerd dans la mesure où j'ai jamais eu des propos racistes, j'ai jamais eu une mentalité, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué adéquatement là-dessus. Toutefois, des fois, j'entendais des trucs, puis même je trouvais ça pas cool, je faisais pas grand-chose. Il y a une couple d'années. Puis j'ai eu la chance d'avoir cette éducation-là de mon ami Patrick, avec qui j'ai passé comme 1 an ou 2, parce qu'il travaillait avec moi, puis il m'a ouvert les yeux sur un paquet de choses. Puis maintenant, je te dirais, ce que je trouve dommage, ce que je trouve déplorable, c'est, oui, il y a un problème, disons, des Blancs envers les Noirs, mais il y a aussi un problème des Noirs envers les autres Noirs. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai observé. C'est que des fois, tu as des personnes noires qui vont être avec des Blancs, puis qui vont pas aider leur propre communauté, puis qui vont pas se lever debout quand ils sont tout seuls, qui vont même changer leur façon de parler quand ils sont avec des Blancs, de quand ils sont avec des Noirs, puis parce qu'ils n'auront pas d'authenticité, puis ils vont adapter leur discours. Puis ça, je pense que, est-ce qu'il y a un problème de racisme des Blancs au niveau des Noirs? 100%, c'est horrible. Mais à la base, si les gens dans leur communauté étaient plus unis entre eux, seraient plus forts, puis seraient capables de mieux affronter ces problèmes-là, puis seraient plus crédibles pour affronter ces problèmes-là aussi. Fait que je pense que souvent, les gens, puis ça, c'est pas juste dans l'exemple que je viens de donner, c'est de façon générale. Les gens vont se victimiser, OK? Puis des fois, c'est pas facile de ne pas se victimiser parce que tu as vécu de la merde en abondance. Mais ça veut pas dire que parce que c'est difficile, c'est pas la bonne chose à faire. Puis le fait que les gens, justement, prennent les choses en main, puis soient durs, puis se tiennent, puis des fois, malheureusement, bien, puis pas tout le temps, mais dans certains cas, bien, il faut que tu te fâches réellement. T'sais. Des fois, il faut que. On pense à la Révolution française, on pense à un paquet de conflits dans l'histoire de l'humanité qui se sont malheureusement en partie réglés par la violence. Des fois, il faut que tu te fâches pour faire avancer les choses, mais de façon logique. Il faut que les gens s'unissent. Puis je pense que le problème qu'on a, ou je ne veux pas dire on, mais que le monde en général, mais disons le problème de racisme est aussi dû au fait qu'il y a un manque d'unité entre les gens. C'est fou parce que là, je le sais déjà d'avance, là, je vais mettre ce podcast-là sur mes réseaux sociaux et ça va crier. Pourquoi crier? Parce que c'est pas un noir qui le dit. D'accord? Prêt à vivre avec les conséquences. Mais c'est la réalité à 100 000 à l'heure. Tu comprends ce que je veux dire? Es-tu d'accord avec moi? Je suis d'accord à 100 %. Bon. Surtout dans la communauté haïtienne, puis ça, c'est le gros foutu problème qu'on a. On n'est pas unis. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute, c'est dû à plein d'affaires. Là, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage à tel point que toi, tu n'es pas haïtien et que tu le vois, tu te dis « Ouh! » C'est comprends? Tu sais, qu'est-ce qui est fou? C'est que moi, je vais te donner un exemple, OK? Mon barbier est haïtien. Je mange du cabri de chèvre 2 à 3 fois par semaine dans un resto haïtien. Puis tu sais quoi? C'est pas parce qu'ils sont haïtiens que je vais les voir. Moi, dans le fond, là, je vais voir mon barbier parce qu'il est bon, pas parce qu'il est haïtien. Tu vois? Je vais acheter mon cabri de chèvre puis mon pickles parce que je trouve ça bon, pas parce que... Puis oui, est-ce que je trouve ça cool de manger de la bouffe haïtienne? 100 %, mais c'est pas, je les encourage pas parce qu'ils sont haïtiens, je les encourage parce qu'ils sont bons. Je pense qu'une partie du problème, puis ça, c'est pas du tout limité aux haïtiens, c'est que les gens vont avoir cette fermeture d'esprit-là à se dire, ben les Québécois sont comme ça beaucoup aussi, by the way. By the way, c'est pas juste les Haïtiens. Les Québécois sont énormément jaloux et envieux les uns des autres, puis ils vont pas s'encourager entre eux. Puis ce qui est dommage, c'est qu'en fait, non, je recommence. C'est pas une question de pas s'encourager, c'est qu'ils vont intentionnellement pas faire affaire avec quelqu'un parce qu'ils veulent pas que cette personne-là ait du succès. Moi, comme je te dis, si mon barber est black, si la bouffe où je vais acheter les soirs de semaine, ben c'est une entreprise qui appartient à des personnes noires, c'est pas parce qu'ils sont noirs que je veux les encourager, c'est parce que c'est bon. Mais il y a des gens qui ne vont même pas faire ça parce qu'ils veulent pas que des gens aient du succès, parce qu'eux-mêmes n'ont pas de succès, parce que c'est plus facile pour eux d'être une victime. Exact. Fait que ça, c'est une autre chose que je trouve dommage, puis c'est ça. Puis, tu sais, c'est fou, je t'entends parler, puis je le vois, le niveau d'ouverture que tu as.
Est-ce que tu penses que c'est peut-être l'une des raisons pourquoi que... Parce que ton entreprise, je pense, ça fait même pas 5 ans. Là, 3 ans et demi, oui. Tu sais, c'est fou. Puis, en tout cas, je te le dis encore de ce que je vois des réseaux sociaux, parce que je ne connais pas la réalité. Ouais. Tu sais, moi, ce que je vois des réseaux sociaux, c'est que tu roules une super belle voiture, Ouais. que tu pars en voyage 2-3 fois par année. Tu sais, puis quand quelqu'un de l'extérieur voit ça, il va se dire, bien, Ludovic, il réussit bien sa vie, là. Tu sais, ben, est-ce que dans les faits, c'est ça? Bien, oui, mais tu sais, c'est subjectif aussi, tu sais. OK. Moi, en fait, ma mentalité en ce moment a beaucoup évolué. OK. Avant, puis moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne réfléchit de façon différente. Ouais. Puis s'il y a des gens qui ont envie d'écouter ce que je dis en ce moment, mais c'est de savoir, encore une fois, trier l'information, d'en prendre, d'en laisser. Parce que ma façon d'être peut marcher pour un certain nombre d'individus, mais ne va pas marcher pour tout le monde. Ça peut marcher en partie aussi. Fait que moi, ma recette pour décoller, puis je vais en parler, je pense que c'est un bon moment pour en parler. La recette qui fonctionne pour moi, c'est de me mettre dans une situation où je hausse constamment mes standards de vie. OK? Et je te dirais que là, en ce moment, je suis rendu à un niveau où j'ai un certain niveau de confort financier qui fait en sorte que j'ai dû apprendre à me conditionner ce réflexe de survie-là. Je t'explique, ça peut être un peu abstrait. En fait, moi, quand j'ai commandé ma voiture, parce qu'on a l'exemple fameux de la voiture, j'ai commandé ma voiture en juillet 2020 et je l'ai reçue en février 2021, donc un peu plus qu'un an. OK. Et quand j'ai commandé ma voiture, à ce moment-là, j'ai regardé les paiements, j'ai regardé le cash down que je devais mettre, puis financièrement, ça ne faisait pas de sens pour moi. Est-ce que j'aurais pu me le payer sans faire faillite? Oui, mais ce n'était pas intelligent comme choix. OK. Pourquoi? Parce que je me suis dit, moi, mon objectif, quand je vais la recevoir en février, c'est de ne pas voir les paiements passer dans mon compte de banque. Moi, de savoir que j'allais recevoir cette voiture-là 8 mois plus tard, puis de me dire que j'étais dans une situation, OK, buddy, dans 8 mois, tu as des paiements d'une auto qui vaut près de 200 000 qui rentrent, puis tu as un down à mettre. Je veux pas que tu sois flush. Je veux que tu aies largement l'argent dans ton compte de banque pour ne pas le voir passer, puis que tu n'aies pas jamais besoin de réfléchir à je pourrais-tu payer mon auto ou non, même très, très loin de ça. Ça, c'est un thinking qui m'a beaucoup aidé à avancer. Le problème que j'ai eu avec ce thinking-là, qui a très bien fonctionné pour moi, c'est qu'éventuellement, c'est tout le temps un mode survie. Fait que c'est un peu stressant. C'est excitant, mais c'est stressant. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un moyen de conditionner ce mode survie-là sans réellement être en mode survie. OK. Fait que ce que je vais faire, par exemple, c'est que par exemple, dans mon compte de banque, je m'assure toujours d'avoir un minimum de 6 mois de liquidité de cash flow. Puis le 6 mois, là, c'est mon zéro. Ça veut dire que quand il y a 6 mois de liquidité pour payer tous mes employés, les 2 bureaux qu'on a, ma vie personnelle, quand il y a 6 mois de liquidité, ça, c'est mon nouveau zéro. Puis dans ma tête, je l'associe à zéro. Puis dès que on s'en va en ça dans ma tête, je suis en train de m'endetter, mais en réalité, je ne m'endette pas. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Fait que ça, c'est quelque chose. L'étape 1, c'était de me mettre dans une situation où j'avais des objectifs, où je haussais constamment mes standards. Puis à un moment donné, tu peux pas faire ça toute ta vie. Fait que là, je me suis dit, OK, mais comment je fais pour... Fait que je me suis juste dit, je vais recréer les mêmes paramètres dans un environnement contrôlé où je n'ai pas le choix de continuer d'avancer et de croître, mais que j'ai un confort qui est un coussin en même temps. Mais il ne faut juste pas que j'y pense. Parce qu'à la minute que j'y pense, je vais devenir confortable. Si je suis confortable, avec le train de vie que j'ai, ça va finir par déraper. Fait que ça, c'est ce qui a fonctionné pour moi, mais c'est pas fait pour tout le monde. Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais au-delà de ça, c'est parce que toi, la business que tu as est un peu touchée, surtout avec les derniers événements qu'il y a eu, la COVID. Donc, ma question est la suivante, c'est de dire que, OK, tu as une agence de recrutement, tu recrutes des gens, tombé en pleine COVID, pénurie de main-d'œuvre, tu es payé en plus, Colin, à la commission. Ça veut dire que si tu ne trouves pas des employés, tu n'es pas payé pour les contrats que tu as. Exact. Bien, Colin, comment faire dans le marché qu'on est actuellement, qui est un peu bizarre, d'être capable de survivre puis de dire, OK, bien, mon entreprise, elle va quand même bien, là, encore. Là. Bien, je vais te dire de quoi, là. Les gens ne font pas l'effort intellectuel de se dire, qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est plus facile de faire un paquet de choses. Je vais te donner un exemple, OK? Dans le fond, les gens vont se dire, moi, je me lance en affaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un site web, ils vont faire des cartes d'affaires, ils vont faire un paquet de patentes à gosse, OK? Qui ne sert à rien. Qui sert à court terme à rien, OK? Ça, c'est un problème, puis j'ai été là-dedans moi-même, puis j'ai réalisé, puis j'ai décidé, puis tu vois, c'est encore... je suis tellement allé d'un extrême à l'autre que c'est encore quelque chose que je règle en ce moment, mais j'ai tellement réalisé que c'était un problème pour les gens qui se lançaient que je me suis dit, regarde, tu sais quoi, je vais aller le plus possible à l'autre opposé du spectre que ça. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit,
pas de carte d'affaires. Le nom de la compagnie s'appelle La Perle, c'est mon nom de famille. Puis tout le monde me dit comme « Ah, La Perle, recrutement, tu vas me trouver la perle rare. » Puis ils sont comme « Hey, c'est bon, tu sais, ça marche. » Puis pour vrai, je me suis juste pas cassé la tête. Je me suis dit, j'ai pas le goût de prendre du temps à penser à un autre business, ça va s'appeler mon nom de famille that's it. J'avais même pas réfléchi à ça. C'est même pas une question de marketing, je vais mettre mon nom de famille that's it. Je comprends. Fait que je me suis pas cassé la tête, j'ai pas fait de logo en commençant, j'avais un site web que j'ai fait moi-même en patentant quelque chose, j'avais pas de carte, tu sais, j'avais rien du tout. J'avais une chose que je faisais, c'était des calls, du cold call. OK. Fait que moi, c'est simple. Si tu veux te partir une business de service, même dans une certaine mesure de produits, ce que tu as à faire, c'est que tu dis à qui est-ce que je veux vendre? Ouais. C'est à telle personne. Bien, parfait, bien, appelle-les. Puis appelle-les pas une fois, appelle-les pas 2 fois, appelle-les 100 fois. Puis quand tu auras fait 100 appels, regarde qu'est-ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, puis cible toujours les clients avec qui ça a le mieux marché. Ça a été le plus simple, ça a été le moins compliqué, ça a été le plus payant. Puis fais des appels, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Fais juste des appels, fais juste des appels. Puis je vais te dire de quoi? Moi, pendant la COVID, quand tout a fermé, j'ai pris la décision, quand tout le monde capotait, de continuer à faire des appels. J'arrivais le matin à 6 h à mon bureau, je me suis installé un gym, de 6 à 7, je m'entraînais. Je commençais à faire des appels dans les compagnies de construction vers 7h15, 7h30, jusqu'à 5-6 h le soir. Puis après ça, j'essayais de trouver d'autres clients. Puis ça a pris 45 jours à me faire dire non. Tout le monde me disait ouais, mais non, je ne cherche pas d'employés, tout est fermé, de quoi tu parles? Fait que ça a pris 45 jours. Puis au bout de 45 jours, j'ai commencé à avoir des contrats. Puis j'ai commencé à développer une nouvelle technique qui fait qu'aujourd'hui, mes vendeurs vendent 100% par téléphone. Il n'y a plus un vendeur, j'ai plus un représentant qui se déplace pour aller voir des clients. Ils closent par téléphone. Puis mes vendeurs closent en moyenne 25 000 par semaine de nouvelles business, 100% au téléphone, à froid. OK. Puis, c'est parce que ce qui est intéressant dans ça aussi, c'est que ça te coûte zéro, là. Bien, ça me coûte leur salaire. Leur salaire, oui, je le comprends, mais en termes de marketing, pour aller chercher ces clients-là, 100%. Ça te coûte rien. Bien, en fait, le marketing, c'est bon, mais l'affaire avec les ventes, c'est que c'est quantifiable. C'est simple. J'ai un vendeur, son salaire de base, c'est ça, ses commissions, c'est ça, toutes les dépenses reliées à un employé, c'est ça, et ce qui va me rapporter, c'est ça, c'est les chiffres. C'est simple. Fait que ce qui est le fun, c'est que c'est quantifiable et je peux directement savoir quoi faire si je veux faire plus de ventes. C'est simple. Un vendeur me rapporte X milliers de dollars. Bien, tout ce que j'ai à faire si je veux avoir Y milliers de dollars, bien, c'est d'avoir Z nombre de vendeurs, tout simplement. Fait que c'est juste des mathématiques simples, c'est conçu de façon simple. Puis je pense que le marketing est important aussi. Mais je pense que tu es mieux de faire des ventes en débile, OK? Quitte à avoir des clients qui sont insatisfaits, mais genre vendre. Puis après ça, t'améliorer, générer des liquidités. Puis quand tu as généré des liquidités, puis tu es content, puis encore en l'heure d'aujourd'hui, tu vas voir mon site web, il y a plein d'erreurs dedans. Pourquoi? Non, mais je te dis, on est rendu une quinzaine d'employés, la compagnie va super bien. Comme j'ai des gens très sérieux. Le monsieur Karim, dont je te parlais tantôt, le monsieur est ingénieur puis un MBA. Tu sais, comme j'ai du monde de même dans ma compagnie. Puis notre site web est encore dégueu. Pourquoi? Bien, parce qu'on n'a tellement pas priorisé ça que là, bien, c'est sûr que c'est un peu le downside de ça. Mais comme c'est juste de prioriser les clients, les liquidités. Puis après ça, là, ce qui est le fun, c'est que là, en ce moment, je suis en train de regarder pour m'embaucher une personne excellente au marketing. Je veux investir dans une personne qui est comme un brain en marketing. Pourquoi? Mais parce que là, maintenant, j'ai des ventes qui sont quantifiables, j'ai des liquidités, puis cette personne-là va s'occuper de tous les trucs qu'on a mis de côté pendant 3 ans et demi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est pas faux. Moi, le problème que j'ai eu quand j'ai commencé, ce que je faisais, puis je l'ai encore, c'est que je regardais sur les réseaux sociaux les gros courtiers performants, puis j'étais comme, OK, je veux faire la même chose, je veux faire ça. Les mêmes choses qu'ils font, je vais le faire. Mais je me suis rendu compte assez rapidement, OK, Marsha, calme-toi, premièrement, tu n'es pas rendu dans le même niveau qu'eux, ils sont. Le budget de marketing n'est pas là non plus. Et la job qui est plate, de faire des appels, parce que j'ai horreur de ça, bien, je ne voulais pas le faire. Tu comprends? Je voulais aller directement. C'est pour ça que c'est payant de le faire. Je le sais. Tout le monde pense comme toi. Je le sais. Tu sais, je te disais tantôt, faire les choses difficiles que personne ne veut faire. Raison. Si tu faisais ça 10 heures, si tu faisais 50 heures de call, c'est sûr que humainement, 50 heures de call, tu vas te brûler très vite, là, mais je te le dis, si tu faisais toute la journée ou juste une journée par semaine des calls, tu dis je fais des calls, je ne suis pas dérangé, là, ce serait pas long que tu clencherais 80% des courtiers. Puis ma copine a terminé. Tu parles à quelqu'un quand même que, je veux dire, ma copine a fini 4e meilleur courtier Remax au Québec l'année passée. Absolument. Sur 3500 personnes. Fait que, tu sais, je suis avec quelqu'un depuis 4 ans qui excelle dans le courtage immobilier. Puis elle, en fond, elle n'a même pas fait. Tu sais, elle était dans les bars, elle était connue, puis c'est quelqu'un qui est très bien connu dans son coin. Je veux dire, tu sais, c'est quelqu'un qui
que les gens associés au bar, puis là, qui a juste switché sa clientèle, c'est une technique différente. Elle, c'était plus du bouche-à-oreille que du marketing, c'est du bouche-à-oreille, mais je veux dire, je vois les courtiers, je vois ce qu'ils font, je vois ce qu'ils font pas, puis tu sais, appeler les AVPP, là, les à vente par propriétaire, les du proprio, même juste littéralement prendre Canada 411. Est-ce que tu savais qu'à tout moment, en fait, je pense que c'est 20 10 à 20 des gens pensent vendre en ce moment, de façon générale. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu appelles 10 personnes, il y en a au moins une qui est en train de penser vendre. C'est énorme. Ouais. Fait que si tu fais 50 appels par jour, puis que tu rejoins, là-dedans, il y en a en principe 5 qui seraient prêts à vendre, tu en rejoins juste 2, ça fait quand même 2 personnes en ce moment qui pensent vendre. Ouais. C'est 10 personnes par semaine. Ouais. Sur 10 personnes par semaine, c'est sûr que tu en closes au moins une. La commission moyenne d'un courtier, c'est quoi? Peut-être 7 000 $? À peu près, C'est juste des mathématiques. C'est vrai, tu as raison. Mais là, tu me parles de ta conjointe, que j'ai jamais travaillé avec elle, mais je sais très bien c'est qui. Ta conjointe, là, 7 ans, 8 ans plus tard, je pense qu'elle est courtier, elle fait encore des appels avec le nombre de roulements qu'elle a? Elle a fait, je pense, une journée d'appel dans sa vie. D'accord. Parce que, en fait, elle est énormément sollicitée. En fait, son modèle d'affaires est littéralement l'opposé du mien, c'est qu'elle répond à une demande. Oui. Elle est tellement sollicitée puis elle est tellement bonne pour se marketer de façon organique et payante, mais surtout organique, que elle a, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas besoin, mais elle a en théorie pas besoin de faire ça. Mais si elle faisait ça en plus, ce serait fou. Ben c'est ça. Fait que, mais non, elle, c'est qu'elle était connue à cause des bars, elle a une personnalité de personne qui est bonne avec les gens, puis tout ça multiplié par le fait qu'elle mette sa face partout dans le coin où elle habite, qu'elle offre un bon service, ça fait en sorte que ça fonctionne. C'est une autre façon de faire. Moi, je te dirais, je me suis beaucoup inspiré du modèle de courtage immobilier, de choses que j'ai vues très bien dans ce que les courtiers faisaient dans ma business, ce à quoi j'ai additionné le cold call, puis je vois en ce moment qu'il y a de l'effervescence. Ça marche. Ouais. Fait que toi, en fait, ce serait quoi ton conseil là, pour un jeune là, qui veut partir en business? Pas une scène, parce qu'entre toi et moi, là, quand on commence, là, généralement, on n'a pas d'argent. Non, ben moi non plus, j'avais pas d'argent. Des fois, on est même à moins, là. Tu comprends? Ben, 100%. Puis moi, quand j'ai commencé mon entreprise, de donner une idée, quand j'ai rencontré ma copine actuelle, je faisais rien de bon de ma vie. Juste il y a 4 ans, là, je faisais absolument rien. Ben, je faisais rien de bon. Je me faisais croire que j'avais une business. Puis on s'est rencontrés. Puis là, à un moment donné, je me rappelle encore, j'étais chez mes parents, dans la piscine, en train de consommer du cannabis. Puis elle m'a appelé, puis elle était avec son adjointe au bureau. Puis moi, j'étais juste dans la piscine en train de fumer du pot, puis me faire croire que j'avais une business. Puis je me suis dit, comme, puis tu sais, j'avais pas d'argent. Puis je me suis dit, comme, wow, va vraiment falloir que je step up pour être avec cette personne-là. Puis là, elle m'a dit, hey, on va-tu passer la fin de semaine comme à New York la fin de semaine prochaine? Puis là, j'avais dit oui, parce que je suis une personne qui aime l'excitation. Puis je suis allé à New York avec elle, puis j'avais plus d'argent là-bas. Comme, on était obligé de prendre sa carte, puis je lui ai menti, j'ai fait croire que j'avais un problème avec j'ai avoué plus tard, j'ai fait croire que j'avais un problème avec ma carte là-bas, parce que j'étais juste plus capable de rien payer, parce que j'avais plus littéralement aucun argent. Fait que quand je suis revenu, j'étais complètement cassé, puis qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai fait des appels, jusqu'à temps que je close du monde, à journée longue, non-stop. Tout le monde a un téléphone. Mais oui. Fait que c'est simple. Qu'est-ce que tu as à offrir? Qu'est-ce que tu as à vendre? Bien, prends le téléphone. Puis c'est sûr, peut-être que les 100 premières fois, tu vas te faire dire non, tu vas être pas bon, mais c'est sûr que si après chaque appel, tu te dis qu'est-ce que je peux faire de mieux, même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas vendre, rencontre du monde, écoute qu'est-ce qu'ils te disent, fais-le non-stop. Tu vas finir par être capable de répondre à quelque chose, puis il faut tout le temps que tu te dises, OK, même que ça aille bien ou que ça aille pas mal, comment je peux améliorer mon prochain appel? Comment je peux améliorer ma prochaine rencontre? Oui, je comprends. Mais toi, veux ou veux pas, tu avais quand même de l'expérience dans la vente. Là. Tu partais pas de zéro plus, là, quand même. Là. Tu sais, je veux dire, ça, c'est quand même un acquis qui t'appartient, là. Oui, tu as raison. T'as raison, puis je vais te dire de quoi. L'expérience, ça vaut quelque chose. À la limite, le talent, ça vaut quelque chose. Mais ce qui vaut encore plus quelque chose, c'est l'exécution et la discipline. Donc, si quelqu'un écoute ça en ce moment, puis qu'il n'a pas d'expérience en vente, bien, c'est plate. OK, il est peut-être désavantagé. Mais s'il a vraiment envie de faire quelque chose, puis qu'il a une idée en tête, bien, il n'y a rien qui l'empêche. Puis je peux même donner mon script. Moi, en fait, je vais donner un petit script très facile au téléphone. Puis j'ai réussi en fait, parce que j'ai pas commencé en vendant du recrutement, by the way. OK. Moi, en fait, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que j'appelais les entreprises, puis ce que je leur disais, c'est, disons, Marchand, bonjour, je t'appelais, OK, puis je te disais, bien, bonjour Marchand, je m'appelle Ludwig Lapelle, je veux savoir si tu étais à ton bureau mardi prochain à 9 h. OK, oui. D'accord. Marchand, je vais passer à ton bureau mardi prochain, 9 h. Donc, on se voit la semaine prochaine. Oui, pas de problème.
Mais pourquoi? Bien, tu vois, je viens de t'appeler en ce moment, Oui. puis on a un rendez-vous ensemble. Oui. Aimerais-tu être capable de développer de la nouvelle business comme ça? Oui. There you go. OK. Puis j'ai fait ça, puis au début, ce que je vendais, c'était simplement, c'était comme une mini-affaire pyramidale, mon affaire, là. Non, mais c'est vrai, comme, je vendais rien de concret, j'appelais le monde, comme, hey, je m'en viens, comme, pourquoi? Ben, pour que tu aies plus de clients, mais comment? Ben, comme ça, comme, ah, OK, viens-t'en. Puis ça marchait. Fait que là, j'allais là-bas, puis je donnais du coaching sur comment faire des appels de même. D'accord. Puis, mais dans le fond, puis mon coaching que je donnais, c'était ça. Puis les gens, en fait, tout ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est, on fait juste appeler le monde, puis dis-leur que tu vas te pointer. Puis ils vont être comme, pourquoi? Je dis, ben parce que. Puis la majorité du monde vont dire comme, OK, viens-t'en. Puis là, tu vas te pointer, puis that's it. Puis ça marchait. Pour ceux qui le faisaient réellement, ça marchait. Puis après ça, c'est de l'appliquer puis de le refaire. Tu sais, le problème des gens, c'était pas de le faire une fois ou deux. Le problème des gens, c'était de le faire de façon constante et répétée. Puis là, fil en aiguille, j'ai réalisé que j'avais pas de patience pour enseigner aux gens qui voulaient plus un spectacle de vente puis qui voulaient plus une solution miracle. Fait que là, j'ai vu l'opportunité. Il y a des gens qui m'ont dit « Hey, tu pourrais-tu embaucher quelqu'un qui ferait ça chez nous, dans ma compagnie, à place? » Puis je m'étais déjà fait recruter dans le passé. Puis je me disais « Hey, you know what? » J'ai commencé à voir si c'est bon le recrutement. Puis là, j'ai vu les commissions que ça donnait versus le temps que j'avais à investir, versus la patience que ça me prenait, puis j'ai juste commencé à faire ça. Ouais. Mais question un petit peu plus personnelle, là, tu sais, je veux dire, avoir l'entreprise que toi, tu as, comment ça fonctionne là, quand tu vas aller chercher des contrats, puis c'est à peu près quoi les commissions? Là? Notre commissionnement moyen en 2022 est de 12 500 $. Par... Personne. T'es pas sérieux? Bien, OK, je vais te donner un exemple. Moi, mettons là, que je sais qu'un recruteur, là, sa première année, va rapporter entre 350 et 400 000 $. OK. Moi, tu me dis, là, j'ai un recruteur, OK, qui est j'ai pas un recruteur parce que j'embauche pas de recruteur, j'embauche des gens qui ont le potentiel de devenir des recruteurs. On pourrait y revenir si on a le temps. Mais, mettons que tu me dis, là, hey, j'aurais quelqu'un qui a le potentiel d'être un excellent recruteur, OK? Ouais. Je le passe en entrevue, puis je suis d'accord avec toi. Mais si je sais qu'il est pour me rapporter entre 350 et 400 000, bien, ça va me faire plaisir de te donner 12 500 $. Oui, tu me c'est suis? vrai, c'est vrai. Fait que c'est pas une question de combien ça coûte, c'est une question de la valeur que ça rapporte. C'est vrai. Fait que c'est le même principe avec les entreprises, c'est combien ça te coûte d'avoir un employé qui va te déloader de tout le travail que tu as à faire. Tu sais, fait que c'est une question de vendre la valeur. Oui, je comprends. Puis encore plus, là, parce qu'en ce moment, dans l'époque où on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Est-ce que tu arrives quand même à répondre aux besoins puis aux contrats que tu as? Oui, bien en fait, ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de répondre, c'est le niveau de communication et d'adaptation du client, parce qu'on n'oublie pas qu'eux payent juste si on a des résultats. Fait que s'ils ne sont pas adaptatifs, s'ils ne sont pas communicatifs, bien, on n'est pas capable de réaliser un placement là-bas. Fait que ça, c'est un. Fait qu'il faut être capable de s'adapter. Quand je dis de s'adapter, c'est quoi? Bien, ça veut dire que si le marché dit là, que le salaire qui est proposé pour ce que tu cherches, c'est 60 000, puis que tu offres 55 ou 50 000, mais la personne qui gagne déjà 50 ou 55 000 ailleurs, mais elle ne fera pas le move de venir chez vous pour le même salaire. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens pensent que le salaire, c'est secondaire, mais on peut lire des articles là-dessus, on peut lire des sondages là-dessus. Le monde va dire c'est l'employeur, c'est les conditions de travail. Mais la réalité, c'est que si on va faire en sorte qu'une personne va dire oui ou non à un job, dans 95 % des cas, c'est le salaire. Ouais. Le salaire va être l'incitatif du oui ou du non. Puis rendu là, est-ce que le boss fait une différence? 100 % Mais c'est pas vrai que 95 % des gens ne vont pas accepter une coupure de salaire. Ouais. Fait que pour attirer les gens dans une meilleure opportunité, tu leur proposes plus d'argent. Puis après ça, bien, quand tu leur as dit oui, je peux te donner plus d'argent, bien là, tu les étudies puis tu te dis est-ce que ça vaut la peine, est-ce que cette personne-là le vaut? C'est ça que j'allais te dire. Parce que c'est pas qu'un patron ne veut pas payer son employé. C'est pas ça. C'est de dire, bien, en termes de rentabilité, si je te paye 60 000 et le travail que tu me fais ne vaut pas ça, elle est où la rentabilité pour moi? Tu sais, moi, je me mets, là, en ce moment, je pense à mon frère qui a une entreprise de transport. Ça fait à peu près 1 an. Puis le gros problème qu'il a, c'est de trouver des employés. Et je te dirais que même au-delà de trouver des employés, quand il en trouve puis qu'il est prêt à leur payer le prix qu'ils veulent, là, ils ne restent pas. Mais... Soit ils trouvent autre chose ailleurs ou peu importe les raisons, mais ils ne restent pas. OK. Bien, alors, ce qu'il vaut la peine de faire, c'est un principe, je trouve, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est de me responsabiliser puis de me dire que même quand j'ai l'impression que c'est pas de ma faute, de me dire, OK, mais c'est de ma faute. De me dire, mon mindset, là, c'est comme, OK, ça, c'est arrivé. Même si je ne suis pas en contrôle de tout,
qu'est-ce que j'aurais pu contrôler là-dedans? Puis là, j'ai pas beaucoup d'informations sur la business de ton frère, mais tu sais, peut-être que, je vais te donner un paquet d'exemples, mais peut-être qu'il y a un employé dans la compagnie qui le sait pas, mais qui n'est pas correct avec le nouveau staff. Peut-être que quand les gens commencent, oui, la paye est meilleure, mais c'est pas clair ce qu'ils doivent faire, puis ils ont l'impression qu'ils manquent de connaissances sur qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur poste. Il y a peut-être plein de choses comme ça qu'ils voient pas. Fait que c'est sûr que la paye, c'est une chose, mais tu sais, est-ce que quand il leur paye ça, je ne sais pas comment il se comporte, mais est-ce qu'il leur fait toujours sentir qu'il donne plus? Comment il les fait sentir? C'est tout ça aussi, c'est la culture d'entreprise. Fait que oui, tu vas faire passer la personne d'une job à une autre, mais après ça, comme je mentionnais tantôt, c'est qu'est-ce que tu vas faire rendu là qui va faire en sorte que la personne va rester. Fait que c'est une chose de la faire amener vers ta business, mais après ça, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça fonctionne? Fait que l'exercice qui pourrait... C'est quoi son prénom à ton frère? Il s'appelle Jerry. Jerry. L'exercice que Jerry pourrait faire, c'est de dire, OK, bon, tu t'en vas de l'entreprise. Bien, premièrement, demander la question aux gens pourquoi tu t'en vas de l'entreprise. Ensuite, de tracker ça puis de gratter parce que des fois, les gens vont, en fait, souvent, les gens ne vont pas dire la réponse, la vraie réponse. Ils vont dire une réponse de surface pour éviter la confrontation. Mais vraiment de prendre le temps de gratter, de dire OK, mais s'il te plaît, juste aide-moi à ce que la prochaine fois, comme la personne elle reste, puis que la prochaine personne que j'embauche, elle ne se sente pas comme tu t'es senti live. Puis c'est sûr que la personne va avoir une ouverture. Puis en faisant ça, puis en l'analysant, bien, il va pouvoir se dire, OK, fait que c'est ça qui s'est passé, fait que la prochaine fois, bien, je vais faire ça différemment, puis il va avoir une meilleure rétention vers la suite. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a quelque chose que les gens qui ont des entreprises, on a beaucoup de difficultés, c'est le manque de pénurie. Là. Je veux dire, tu as beau payer le montant que tu veux, mais le manque de pénurie, il est quand même là, pareil. T'as raison. Là. Tu veux faire quoi, là? Bien, c'est là où la culture d'entreprise est vraiment importante, puis j'ai compris ça récemment, je t'avouerais, en toute humilité, comme... Oups! J'ai compris ça récemment, en toute humilité. Le problème, c'est oui, OK, tu es capable d'amener du monde avec de l'argent. Mais le problème, en fait, c'est une fois que les gens sont là, il faut, puis moi, c'est ce qui fonctionne chez nous, c'est que j'investis dans le développement personnel des gens. Donc, je m'assure que les gens n'ont pas l'impression de vendre leur temps quand ils travaillent chez nous. Je vais te raconter une courte histoire. Moi, quand j'avais un emploi dans le passé, j'avais l'impression, à chaque jour qui passait, que je vendais mon temps pour quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre s'enrichisse avec mon temps. Puis ça me créait une immense insatisfaction. Puis je suis quelqu'un pour qui la liberté, c'est quelque chose qui est fondamental. Puis ça m'emmerdait profondément. J'avais l'impression que je vendais mon temps. Puis ce feeling-là a fait en sorte que j'étais vraiment un mauvais employé. Puis en fait, je me suis longtemps blâmé pour ça. Je me suis longtemps dit j'étais un mauvais employé, je manquais d'intégrité. Puis même, c'est pas faux que je manquais d'intégrité, j'étais un mauvais employé. Par contre, je me suis aperçu que l'employeur ne s'est pas responsabilisé, puis n'a pas essayé de trouver un moyen de m'engager dans son entreprise. Puis comment est-ce que tu peux engager les gens dans une entreprise? Moi, j'ai embauché un gars récemment qui s'appelle Emmanuel. Pour faire une histoire courte, Emmanuel, il y a 21 ans, il a sauté de job en job, il y avait 2 jobs en même temps. La raison est simple, il se dit soit que l'employeur est trop mou puis je peux profiter de lui, soit que l'employeur est pas correct puis il va essayer de profiter de moi, fait qu'autant profiter de lui. C'est vraiment là, comme il se voyait dans la jungle puis il y avait des fois 2 jobs en même temps où il était payé plus des side hustles. Puis quand je l'ai rencontré, son objectif, c'est de dire, you know what, je vais travailler pour ce gars-là puis je vais faire la même chose qu'avec tous les autres. Puis quand il est rentré dans l'entreprise, il s'est dit, OK, attends une minute, je peux apprendre quelque chose sur moi ici. Puis j'ai un investissement, en fait, je peux apprendre des choses qui vont me faire avancer en tant qu'individu, puis je vais être rémunéré très bien. En plus d'apprendre des choses sur comment devenir la meilleure version de moi-même dans mon travail, puis juste qu'on se comprenne, ce qu'on fait chez nous, c'est pas de l'endoctrinement. Ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on donne aux gens des outils pour penser d'eux-mêmes, ce qui est quand même assez important comme nuance, parce que c'est facile de tomber dans l'endoctrinement des gens. Le but, c'est pas de leur rentrer un narratif dans la tête. Le but, c'est de les aider à penser d'eux-mêmes pour qu'eux se sentent libres intellectuellement, qu'ils soient capables d'évoluer comme personne. Puis moi, à chaque lundi, j'ai un meeting avec mon équipe. Je commence la semaine en ayant mon meeting d'équipe avec mes gens. Puis ce que je fais, c'est que je rentre dans comment développer sa pensée critique. Comment les micro-décisions vont avoir un impact sur notre vie. Comment faire en sorte que comme tu ne devrais pas tolérer la médiocrité de personne. Puis en rentrant dans ces choses-là, puis en me disant, OK, 1, ils vont être mieux payés que n'importe où ailleurs, puis 2, ils vont avoir l'impression d'avancer à une vitesse fulgurante dans leur vie personnelle quand ils vont être chez nous. Vu que c'est ça ma mission, bien, les gens que je veux qu'ils restent, comme ils restent. Puis il y a même une demoiselle chez nous qui est très intelligente, mais qui est, disons, plus le genre de personne qui va voter pour Québec solidaire. Puis c'est bien correct. Puis dans le fond, elle, ça arrive fréquemment qu'elle va avoir des idéologies ou des valeurs qui sont contre les nôtres. Mais elle sait que tout le monde la respecte. Elle sait que comme on est ouvert à avoir un autre angle qui n'est pas le nôtre. Elle sait que comme elle a quand même à apprendre de gens qui pensent de façon différemment qu'elle. Fait que tout ça fait en sorte qu'une demoiselle qui pourrait très facilement dire hey,
cette gang de personnes-là, ils ne me rejoignent pas pantoute. Et comme j'ai tellement quelque chose à apprendre de gens qui pensent un peu différemment que moi, on va tellement tout dans la même direction, la paye est bonne, l'ouverture d'esprit est là, le respect est là, que même si les valeurs ne coïncident pas d'un point de vue, disons, personnel, en tant que professionnel, bien, ça fait beaucoup de sens pour elle, puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui pense différemment. Ça fait en sorte que comme on ne va pas trop déraper dans un extrême, d'avoir des gens comme ça qui nous stimulent avec l'autre angle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien, en fait, moi, de ce que j'entends, c'est que tes employés, pour toi, c'est comme une famille aussi. Là. Tu veux qu'ils se sentent bien là, chez toi, là, à travailler pour toi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, bien, c'est important, en fait. Je veux que, moi, de savoir que les gens ont l'impression d'avoir une plateforme pour s'émanciper intellectuellement et financièrement, comme c'est ça qui me crée une satisfaction. Ouais. Puis je pense qu'il y a peut-être trop de monde qui ne le voit pas comme ça. Puis, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, oui, il y en a une, mais tu sais, il y a 100 ans, il y a eu une autre pénurie. Juste avant la Première Guerre mondiale, en 1914, il y a Henry Ford, des Ford Automobile. Lui, ce qu'il a fait du jour au lendemain, c'est qu'il a décidé de doubler les salaires du staff pour attirer du monde. Il y en avait une pénurie de main-d'œuvre. Il a doublé les salaires, il a augmenté les conditions, puis c'était pas un bon gars. Là. Mais oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas réputé pour être une bonne personne, mais c'est quand même ça qu'il a fait, puis ça a quand même fonctionné. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis c'est bien, attirer avec de l'argent, puis après ça, bien, deux, bien, c'est de garder les meilleures personnes possibles en t'assurant que tu investis pour que ces gens-là se développent comme la meilleure version d'eux-mêmes, puis que ce soit authentique. Et ça, ce qui est le fun, c'est que si tu as les meilleures personnes possibles dans ton entreprise qui deviennent les meilleures, bien, en réalité, ils te coûtent moins cher. Pourquoi? Parce que si moi, mon recruteur en ce moment est 2 à 3 fois plus polyvalent que le recruteur dans une autre entreprise, puis que je le paye 30 à 40 plus cher, bien, ça me coûte moins cher au final. Ouais. Tu me suis? Oui, je te suis. Fait que c'est un peu ça. Fait que est-ce qu'il y a un problème de pénurie? Oui. Bien, premièrement, offre plus d'argent pour attirer les gens. Puis après ça, pour garder ceux que tu veux, bien, offre-leur de se développer puis d'évoluer personnellement. Oui, effectivement. C'est vrai. Écoute, je finis toujours cette question-là que je pose à mes invités. C'est, toi, là, dans la vie, est-ce que tu investis en immobilier? Oui. C'est vrai? Oui. Dis-moi, tu as combien de portes? Ah, mon Dieu, très peu. En fait, j'ai acheté un condo la dernière fois. C'était juste avant la COVID. D'accord. Puis là, c'est drôle que tu en parles parce que je suis en train de regarder pour investir au Portugal parce que c'est des bonnes opportunités. Je trouve que le marché est un petit peu enflé ici. Écoute, tu le couperas au plus. Cette date-là, je ne sais pas, j'aurais dû dire ça. Mais j'ai pas un très grand parc immobilier. Par contre, je suis très sensible au fait que c'est un bon investissement. Ouais. Puis je te dirais que, en fait, là, mon focus dans les dernières années, oui, bon, j'ai acheté un condo, j'ai 2-3 petits trucs, mais mon focus a plus été de me concentrer sur ma business, générer du cash flow, générer des liquidités, puis me concentrer sur une chose, puis vraiment bien le faire. Puis là, vu que je commence à avoir des surplus, bien là, je me dis, je vais faire des plus gros moves, disons, au niveau de l'immobilier. Fait que moi, je pense que, pour répondre à ta question, je pense peut-être l'autre tu vas en venir, c'est, tu sais, il n'y a rien de plus safe que ça, c'est tangible. Tu sais, comme la bourse, les crypto-monnaies, c'est du spéculatif, tu sais. Tandis que l'immobilier, puis je l'ai vu avec mon condo, il a pris énormément de valeur avant puis après la COVID. Puis oui, je vois vraiment tout à fait la pertinence. Puis je pense que si, à moins que tu sois un entrepreneur en immobilier comme un courtier, un investisseur ou des trucs comme ça, si tu fais n'importe quoi d'autre, je pense que ta priorité devrait être de générer du cash flow. Ouais. Puis je pense que dès que tu as des surplus qui ne seraient pas nécessaires à investir dans ta business, je pense que le premier step à faire, c'est de l'investir dans l'immobilier avant quoi que ce soit d'autre. Parce que c'est safe. Puis parce que ta business, au début surtout, c'est moins safe. Fait que la minute que tu as assez de liquidité, mais mets-le dans l'opposé de donc quelque chose qui est très, très safe. Fait que je dirais, je pense qu'à moins que tu sois là-dedans, que ce soit ta business immobilier, bien, dès que tu as des surplus, bien, c'est de l'investir là-dedans. Investir là-dedans. Mais là, toi, tu me parles de projet en Portugal. Ouais. C'est quoi? C'est une maison? Bien, écoute, je check ça parce que là, je me dis, je veux commencer à faire des mots plus sérieux d'immobilier. Dans le sens, tu sais, comme investir des plus gros montants parce que tant qu'à le faire, je vais le faire pour vrai. Puis, je vois que les prix là-bas, le marché là-bas en ce moment a l'air d'être un peu comme le marché ici avant que des investisseurs étrangers arrivent. Je comprends. Fait que moi, je vois en fait ce que les investisseurs ont fait avant au Québec, mais je me vois très bien le faire, disons, au Portugal, ce qui semble être l'endroit dans le monde qui fait le plus de sens en ce moment selon un paquet de recherches que j'ai effectué. OK, je comprends. Ouais. Puis toi, est-ce que ce serait de dire, ben moi, j'achète une maison, je la mets sur Airbnb, ce qui est très populaire, là, d'acheter à l'extérieur, mettons une maison ou un condo, je le mets sur Airbnb, puis d'acheter. Je le louerais à deux types de personnes. Je le lirais soit, parce que Airbnb, je pense que c'est bien, mais je pense que le problème avec Airbnb, puis ça va peut-être sembler un peu à l'opposé des valeurs que je véhicule depuis tantôt, mais je pense que quelque chose qui peut être un peu dangereux avec Airbnb, c'est d'enlever les logements des gens. Puis je pense que, moi, dans le fond, mon objectif,
c'est plus que mon investissement soit safe que de faire des surplus avec. Je comprends. Et aussi de me dire que c'est vraiment une personne qui va habiter là. Fait que je me dis soit quelqu'un qui est local, donc quelqu'un qui habite là-bas, ou encore quelqu'un qui dirait « Hey, moi je peux faire du télétravail, j'ai envie de m'expatrier au Portugal, je suis un Américain, je suis un Canadien, je vais aller habiter là-bas », puis d'avoir justement un parc immobilier qui serait pour ce besoin-là. Mais je me dis, j'ai envie que ce soit des gens qui vont habiter là parce que des Airbnb, il y en a beaucoup. Puis un problème qu'on a à Montréal, c'est qu'il y a tellement d'Airbnb qu'il y a des gens qui manquent de logement. Fait que je veux juste faire un peu attention à ça. Puis je pense que, tu sais, il y a toujours un équilibre dans la vie entre ce que tu donnes et ce que tu prends, tu sais. Fait que je pense que ça ferait je serais plus à l'aise pour ça. Exactement. OK, c'est intéressant parce que, tu sais, nous, en tout cas, les gens qui investissent, quand tu es investisseur immobilier, c'est pas ça ton souci premier, là. On s'entend. Ton souci premier, c'est de faire de l'argent. Comment je vais pouvoir refinancer la propriété rapidement pour acheter autre chose? On parle que de ça, là. Mais de dire que je veux acheter quelque chose puis que ça reste dans le pays puis de ne pas déloger des gens, je trouve que c'est respectable. Bien, écoute, merci. Tu sais, je t'avouerais que je pense que tu me poses la question à quelqu'un pour qui l'immobilier n'est pas une passion et c'est pas dans le fond, l'immobilier c'est pas mon gagne-pain, c'est pas ma passion. Moi, je le vois purement comme un investissement que je veux juste qu'il soit safe. Fait que c'est sûr que ma réponse va être en fonction de ça. Maintenant, tu sais, je me dis oui, je préfère plus d'argent qu'un Airbnb, mais ce serait, tu sais, je veux pas être mensonger non plus. Mon focus doit être dans ma business principale. Fait que j'aime mieux ne pas avoir être préoccupé par louer du monde sur Airbnb, que j'aime mieux avoir juste une personne à l'année qui est là. Pour moi, la tranquillité d'esprit vaut plus cher que le profit que je ferai avec du Airbnb parce que mon profit, je le fais allègrement ailleurs. Fait qu'il y a ça aussi, je veux pas être hypocrite non plus, il y a cette variable-là aussi qui est là. Effectivement. Fait que toi, ça veut dire que le Québec, investir au Québec, c'est pas nécessairement quelque chose qui t'intéresse? Bien oui, ça m'intéresse, c'est sûr et certain, mais je t'avouerais que, bien là, j'ai l'impression que je vais trop aller dans ton sens en disant ça. Moi, je pense en fait que l'investissement au Québec, j'essaie juste de dire quelque chose d'intelligent parce que je sais que tu es courtier immobilier. Non, ça me dérange pas du tout. J'ai aucun malaise à ça. Oui, non, je comprends, mais tu sais, je veux pas aller à l'encontre de... Bien, c'est quoi que tu allais dire? Que c'est pas rentable, que c'est trop cher? C'est quoi? OK, mais en tout, je veux vraiment pas comme dire des... Non, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une certaine... Je pense qu'il y a une certaine stabilité à aller chercher au niveau des marchés. Je pense pas qu'il va y avoir un crash. OK. Mais je pense que... Encore une fois, je ne suis pas un expert immobilier, je fais juste spéculer, mais j'ai l'impression que le monde qui dit que le marché immobilier va crasher, il se trompe. Mais je pense que le marché immobilier va se calmer. Puis moi, si j'étais un investisseur, j'attendrais peut-être de voir qu'il y a une stabilité qui se crée. Parce qu'en ce moment, tu sais, je le vois avec ma copine, c'est surenchère, c'est comme, ça n'a pas de sens. Je suis super content pour elle. Puis c'est ça qui se passe en ce moment, fait que tant mieux pour ceux qui en profitent. Mais comme moi, en tant que consommateur, je me dirais, bien, je vais juste attendre que ce soit, tu sais, en ce moment, tu sais, mettons, on voit une espèce de courbe d'immobilier, tu sais, puis là, ça fait comme ça, mais tu sais, ça va recommencer à juste éventuellement. Fait que j'attendrai peut-être ça. De voir. C'est ça. OK, non, écoute, c'est quelque chose que je respecte. La seule chose, c'est qu'on dirait que moi, avec le type de personnalité que j'ai, c'est pas que je m'en fous, mais je me dis que c'est pas ça qui devrait arrêter quelqu'un d'acheter ou de vendre. T'as raison. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand la COVID a commencé, c'est quoi que les gens ont dit? Il va y avoir beaucoup de reprises de finances, les gens ne vont pas être capables de payer leur maison. C'est pas tant arrivé. C'est pas ça qui s'est passé. Fait que tu sais, des fois, on attend avant d'investir, puis t'attends, puis les années, ils passent. Fait que moi, je le dis souvent, tu fais tes calculs, tu es à l'aise avec le paiement par mois, tu es confortable, let's go, vas-y, tu es prêt financièrement, vas-y. On s'en calisse de ce que les gens disent. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Mais tu as raison, puis toi, tu sembles être une passionnée d'immobilier. Fait que tu sais quoi, si j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, moi, je veux toujours hausser mes standards. Fait que si ma passion dans la vie, c'était l'immobilier, je pense que je penserais exactement de la même façon que toi. Je pense que n'importe qui est passionné ou qui a une très grande volonté de l'immobilier ne devrait pas se donner ça comme raison. Moi, vu que ça ne me passionne pas, puis que j'ai pas comme, tu sais, c'est pas ça qui me stimule, mais je le vois peut-être plus d'une façon moumoune ou safe, tu sais. Fait que c'est sûr que ma réponse, c'est ça. Mais si l'immobilier me passionnait de la même façon que de développer une culture d'entreprise, que les ventes, que le recrutement, bien, c'est sûr et certain que j'en aurais rien à faire puis je le ferais pareil. Je suis 100% d'accord avec toi. Fait que je vais en prendre puis en laisser. Si toi, tu as le goût d'investir en immobilier, bien, c'est pas ce que je viens de dire ou ce que n'importe qui pourrait penser que devrait t'empêcher. Tu devrais le faire pareil. Puis, anyway,
ça crachera pas, ça va se stabiliser. J'ai répondu un peu en personne qui n'est pas Ben oui, non, mais experte. comme je te dis, c'est correct aussi. Là. Peut-être ta conjointe, si Elle en dirait achète autre chose. Oui, tu non, elle comprends? dirait complètement autre chose. Puis c'est correct. Ouais. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Mais- Parce que des fois, je trouve que les gens, ils se cachent. Ils ont trop peur. Exactement. T'as raison. Ça a zéro rapport. Es-tu prêt Ben oui. financièrement? Ton emploi te le permet-tu? Si tu fais tes calculs, l'hypothèque, tout est bon, ben let's go, vas-y. 100%. C'est quoi le rapport de vouloir attendre? Tu as tout à fait C'est raison. plus dans ce sens-là que je le vois. Mais je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi, si on veut, mon risque, mon risque est dilué maintenant, mais je veux dire, tu sais, ma prise de risque est dans ma business principale. Fait que Ouais. l'immobilier, je le vois comme quelque chose de safe. Ouais. Mais si toi, ta prise de risque est dans l'immobilier, parce que, pas ta prise de risque, mais je ne veux pas faire d'hyperbole, mais comme si toi, ce qui te stimule, c'est l'immobilier, ben c'est pas ça. Si c'est ça qui t'arrête, dans le fond, ben c'est que tu n'es pas fait pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Ben écoute, merci, Ben, merci pour à vrai toi. d'être venu. J'ai vraiment aimé pour vrai la rencontre. Puis moi, Merci je te à le toi. dis, là, pour ceux qui ne te le disent pas ou Ouais. qui ne te connaissent pas, là, je trouve vraiment que c'est nice que pour un Québécois, tu sois vrai. Non, je te le dis. Puis je le sais que ça va faire saigner des oreilles, puis je le sais, mais la vérité est ça. C'est que, tu sais, de trouver des gens que ils ont une ouverture d'esprit, qu'on peut parler de plein d'affaires. Tu sais, on peut s'asseoir, on parle de politique, après ça, on Ouais. parle d'immobilier. C'est pas évident. Puis je trouve que dans la société, ça manque beaucoup. Tu sais, les gens qui sont capables d'avoir des discussions en profondeur. Puis je dois te le dire, ben, du peu Ouais. de temps que j'ai passé avec toi, ben, je le vois que tu es quelqu'un qui est quand même dans la profondeur. Tu sais. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Là. Ben, merci, j'apprécie. Puis, tu sais, je pense que le plus les gens vont se responsabiliser, puis le plus que les gens vont décider de, comme, même quand c'est difficile, même quand ça peut avoir la chose la plus difficile à faire, de trouver des solutions pour pas juste indéfiniment rester des victimes, peu importe c'est qui. Ouais. Puis le plus que les gens vont décider de, comme, s'appuyer entre personnes, le plus que, comme, il va avoir un impact, qu'il va avoir une différence, puis que ça va avoir un effet d'entraînement, puis que ça va solutionner une bonne partie d'un problème. Tu sais. Mais tu penses, toi, la solution, ce serait quoi? Tu sais, parce que quand il y a eu, à un moment donné, il y avait eu tout le momentum de dire, tu sais, mettons, je te parle pour ma communauté, Oui, oui. on doit encourager notre communauté, Oui. je dois acheter chez un Haïtien. Mais pour moi, je trouve que ça ne suffit pas. Bien, moi, en fait, je vais te dire de quoi, puis ça n'a pas rapport avec la communauté haïtienne, c'est quelque chose de général. Moi, je veux jamais dans ma vie que quelqu'un dise je vais faire affaire avec lui pour l'encourager. Ah! Moi, OK. en fait, le problème que j'ai, puis je vais juste revenir sur mon point que j'ai mentionné tantôt, c'est que les gens devraient faire affaire avec toi Parce que t'es bon. parce que tu es bon. Par contre, si toi, tu parles créole, puis tu as des gens que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés ici, qui se débrouillent mieux en créole, mais c'est pas une question de t'encourager, c'est une question que tu as une clientèle nichée, tu comprends? Ouais. Il y a une très grande nuance. Il y a une différence entre, il y a des traits culturels qui font en sorte que ton service va être meilleur pour ces personnes-là, puis cette personne-là va t'encourager. Moi, j'incite toutes les personnes qui ont une culture particulière ou des connaissances particulières à bénéficier de ça pour aller vers des gens avec qui ça va connecter. Mais il ne faut pas que leur thinking, ce soit eux vont m'encourager. Je vais offrir le meilleur service possible à ces gens-là parce que je peux réellement les aider. Puis je pense que ce thinking-là, de façon générale, va faire en sorte que les gens vont aller vers toi et non comme par pitié, tu sais. Puis de façon générale, ça m'est déjà arrivé que des gens me disent « Hey, je veux travailler avec toi, je vais t'encourager. » Ces gens-là, à chaque fois, ce que je leur répondais, c'est « J'ai pas besoin, j'ai pas envie d'être encouragé. Fait que si tu as vraiment besoin de mes services, tu me le diras. » Ouch! Non, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de devoir quelque chose à quelqu'un parti. Puis je pense que de le voir comme ça, puis comme je te disais tantôt, tu sais, moi, dans le fond, là, je m'en fous que la personne qui fasse mes cheveux ou fasse ma bouffe soit de n'importe quelle nationalité origine. Ouais. Ce que je veux, c'est avoir une soit belle coupe bon. de cheveux, Ouais. puis avoir de la bonne nourriture. Puis ça donne que dans les exemples que je t'ai donnés, c'était ça. Puis je pense que le problème, et c'est aussi un problème pour les Québécois, C'est c'est ça. bien, je veux pas que mon prochain ait du succès. Puis c'est ça le problème. Je pense que c'est plus de s'attaquer à pourquoi ton prochain pourrait pas. Si tu as envie d'aller vers lui, va vers lui. Si tu n'as pas envie d'aller vers lui, va pas vers lui. Ouais. Puis, sois pas comme hypocrite. Tu sais, quand tu vois une situation, au lieu de rester calme, moi, je suis le premier que ce soit une question de racisme, de sexisme. Je veux dire, je me suis déjà fait poursuivre pour 25 000 parce que j'avais dit publiquement sur les réseaux sociaux qu'un monsieur avait eu des propos misogynes à l'endroit de ma conjointe, puis il m'a envoyé une mise en demeure de 25 000 Aïe, aïe, aïe! J'ai déjà assisté à un moment aussi où il y avait une bande de personnes blanches avec un dos de noir, puis le dos de noir embarquait dans des trucs pas corrects
pas des jokes, là, des trucs pas corrects, puis c'est moi qui est intervenu. Wow. Puis c'est ça que je constate, c'est qu'il y a, puis c'est un problème aussi au niveau du sexisme, c'est que les femmes vont dire « faut qu'on s'unisse, faut qu'on soit ensemble », mais quand ils voient une fille qui a un OnlyFans, ben ils vont la traiter de salope, puis ci, puis ça. Fait que c'est une question de ne pas être hypocrite, puis de pas juste prendre comme... Ce que les gens ont tendance à faire, c'est de prendre l'aspect victimisation puis s'en servir pour avoir l'air d'être bon. Mais c'est pas parce que tu dis que quelque chose n'a pas d'allure que tu aides la cause. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Moi, encore l'autre jour, j'étais à un souper, puis le gars en avant de moi, il y avait ma copine à ma droite, puis d'autres de ses amis à ma gauche. Le gars en avant de moi, puis sa blonde à côté. On venait juste de s'asseoir, puis le gars, qu'est-ce qu'il dit à sa blonde? Il dit « Hey, t'es encore en train de manger, tu vas engraisser, ça n'a pas d'allure. » Sa blonde est grosse de même, lui, c'est un gros tas. Il dit ça. Je l'ai regardé, il était en avant de moi. J'ai dit « Tu devrais vraiment pas parler, c'est toi qui es gros. J'ai dit dans sa face. Toutes les femmes à côté de moi, il n'y a personne qui a dit. Tu comprends? Puis c'est ça que je trouve dommage, c'est que quand c'est le temps d'en parler, le monde en parle, mais quand c'est le temps de poser des actions concrètes, puis de se fâcher, puis de dire non, tu ne feras pas ça, bien, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Fait que je pense que pour régler une bonne partie du problème, bien, c'est quand tu vois quelque chose, mais c'est pas de... C'est de le dire correctement. Puis moi, pour en venir à... Excuse. C'est vrai, tu as raison. Puis, pour en venir à ce que mon ami Patrick Jacques, qui est une personne pour qui j'ai énormément de respect, lui m'a dit, moi, quand j'étais plus jeune, puis que j'avais du monde qui avait des comportements inappropriés, j'avais tendance à être agressif, puis à me fâcher, puis à me battre. Puis j'ai appris, au contraire, à éduquer les gens. Puis il y a un monsieur, malheureusement, je ne me rappelle pas son nom, on pourrait le googler un peu plus tard, son nom m'échappe complètement, mais c'est un monsieur, je ne me rappelle pas de quelle nationalité, mais c'est un monsieur noir. Puis lui, il s'est dit, moi, mon but, là, c'est que je vais m'asseoir avec le plus de monde du KKK possible, OK? Puis je vais juste jaser avec, je vais dire, « Hey man, what's up? » Puis je vais juste les écouter. Je vais discuter avec eux, mais de façon très comme saine. Puis il a converti, je ne sais pas combien de dizaines, peut-être même de centaines de membres du KKK. Je ne me rappelle pas du nom du monsieur, je trouve ça dommage. Mais c'était ça fait pas si longtemps que ça. Puis juste parce qu'il s'est dit, je vais être plus smart qu'eux, je vais m'asseoir avec eux autres, puis je vais prendre le temps comme de juste régler le problème à sa base. Puis souvent, ce qu'on réalise, c'est que la majorité des gens, en fait, très grande portion des gens, c'est de l'ignorance, puis c'est un manque de confiance en soi. Effectivement, effectivement. Puis je pense que si chaque personne conscientise ça, puis si à chaque fois que quelqu'un voit une scène de racisme, de sexisme, sans péter les plombs, fait juste faire en sorte de dire non, c'est pas correct. Ça se donne pas. Bien, on va solutionner une bonne partie du problème. Ça, puis le fait que les gens entre eux aient une meilleure... Oui, soit plus... Oui, c'est clair, on va se le dire, parce que c'est un gros problème, là, vraiment. Je ne veux pas dire au Québec nécessairement, là, mais c'est un gros problème. Là. Le manque d'unification ou le racisme, ou les deux. Les deux. C'est ça, puis c'est dégoûtant ce qui se passe à l'endroit d'un paquet de personnes, c'est vraiment horrible. Mais c'est pas assez de dire que c'est horrible. Il faut faire de quoi? Je sais. Puis comme je te disais, ça doit pas être ça qui doit t'empêcher de réussir, de partir ta business. Il faut que ça te stimule. De même trouver un emploi, de même trouver une job. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, c'est des freins, puis ça fait chier. Oui. On va se le dire. Surtout en plus dans le marché où on est en pénurie, puis encore des gens refusent 100%. Des personnes, Colin, à cause de leur culture. Ils préfèrent que le poste reste vide. Mais moi, je ne veux pas cette nationalité-là. C'est dégueulasse. Mais moi, je pense que rester assis sur son sofa, puis là, je sais qu'encore, ça va chialer, là, mais d'aller sur l'aide sociale puis de dire que c'est la seule option qui me reste, je trouve que c'est un peu lâche. Ça, c'est mon point de vue à moi. Oui, bien surtout si tu es particulièrement... Tu sais, il y a des gens sur l'aide sociale qui sont des mères monoparentales, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale graves, il y a des gens pour qui je pense que c'est correct qu'il y ait une aide. Oui. Mais il y a aussi des gens, effectivement, qui sont des éternelles victimes, puis moi, j'ai malheureusement pas de pitié envers les... Moi non plus, parce que honnêtement, je ne connais pas le pourcentage des gens, mettons, qui sont sur l'aide sociale puis qu'ils ont toute la capacité d'aller travailler, là, je le connais vraiment pas. Mais ce que je trouve dommage, surtout au Québec, que tu sois noir, handicapé, je connais même des gens qui ne savent même pas lire. Et ils travaillent. Qui gagnent. Ils travaillent, là. Fait que c'est là que je suis comme, dude, t'as pas d'excuses, là. Quelqu'un, là, qui arrive aujourd'hui dans ma face, là, puis qui me dit, Marchand, j'arrive pas à trouver une job, là. Je suis comme... Tu veux pas. Si tu veux pas, là, tu comprends ce que je veux dire? Handicapé, peu importe ta couleur, peu importe que tu ne saves même pas lire, tu vas trouver une fucking job. Ben oui. Puis l'affaire, c'est que justement, c'est quand tu l'as eu encore plus difficile, ça fait toi une personne qui a une encore plus grande profondeur, puis une personne qui... Quand il y a une certaine ligne, à un moment donné, que tu dépasses, tout devient tellement plus facile. Puis tu sais, je le vois, puis bref,
c'est ça. Fait que c'est de ne pas se victimiser, de se responsabiliser, puis même, tu sais, d'apprendre à apprécier le challenge, tu sais, d'apprécier le processus, puis de se dire comme, OK, c'est horrible, mais j'accepterai pas ça. Comme, puis, tu sais, de se dire comme, je vais être fier de ce que je vais accomplir, puis d'avoir, puis on va se le dire, tu sais, l'important c'est de le faire pour soi. Mais moi, à chaque fois que je vois des, je dis ça parce que je suis un gars, mais à chaque fois que je vois des jeunes hommes noirs dans des belles voitures, comme, puis je le vois dans leur face qu'ils sont fiers, je suis comme, c'est ça, tu sais, mets-leur d'en face au monde, tu sais. Je trouve ça satisfaisant, tu sais. Peu importe qu'est-ce qu'ils font, c'est juste comme, tu sais, ils s'en foutent, puis c'est correct. Puis c'est satisfaisant parce que de dire qu'on fait rien pour les autres, c'est juste se mentir. À la base, il faut que ce soit pour toi, mais tu sais, mets-leur d'en face au monde, puis genre, complexe-les parce qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes, comme vas-y, tu sais, c'est correct, puis je t'encourage, puis en tout cas. Mais est-ce que toi, c'est ce que tu fais avec ta voiture? 100%. Ah ouais? Mais c'est pas mon objectif premier. OK, d'accord. L'objectif premier, cette voiture-là, en fait, je suis très satisfait parce que je la sors l'hiver, j'ai du fun avec, elle est fiable. Puis la première raison, c'est pour moi. Mais est-ce qu'une autre raison, c'est pour le mettre dans la face des autres? 100%. 100%. Leur dire que tu roules une Porsche qui ne coûte pas $2 non plus. Mais c'est pas la première raison. C'est vraiment pas la première raison. Puis je pense que les gens qui vont dire que c'est pas en partie pour ça vont être malhonnêtes. Ouais, that's true. C'est vrai. Ben écoute, merci beaucoup. À toi. J'apprécie vraiment. C'est tout pour nous. On a terminé. Rap? Ben oui! J'entendais de loin et de proche, là. Ça avait un bon delivery. Ouais, moi aussi, je pense. C'était vraiment nice. Il m'a pas surpris parce que t'es arrivé tantôt, je suis comme, OK, tranquillo, le gars est tranquille, c'est bon. Là, j'arrive tantôt, il est animé, dedans, ben faire les cordes, la vente, tout ça. C'est nice, man, ça va faire un beau podcast. Comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai eu du fun, puis j'aime, tu sais, comme j'aime, c'est ça, parler de recrutement, mais j'ai l'impression que de parler de certains problèmes, disons, de société. Mais je vais pas te mentir, moi, je m'attendais pas que ça allait donner, ça allait partir. Mais moi, j'espérais que ça allait là. Pour vrai? vrai? Oui, franchement, oui. C'est quelque chose, puis j'avais le goût parce que je me dis que de la même façon que j'ai été éduqué à spotter ce problème-là, puis à trouver des solutions, ben je me suis dit, si tu m'ouvres, tu sais, dans le fond, tu m'as dit que tu m'ouvrais la porte, donc, tu m'as dit que je t'avais ouvert la porte, mais en réalité, c'est... Sans mieux qu'on soit allé là. Je suis content parce que. Non, c'est vrai. Ça va avec les bons conseils que. Vrai. Je le sais, comme je te le dis sur les réseaux sociaux, ça va crier parce que c'est un Québécois qui a soulevé le point, blablabla. Tu comprends? Je le sais déjà d'avance. Mais ça va juste confirmer mon point. Effectivement, mais à la fin de la journée, tu sais, mes caméramans le savent, je m'en calisse. Je veux dire, j'aime ça, la vérité, les vraies choses, et c'est la vérité. Tu sais. La vérité, c'est juste que. Ça fait mal parce que c'est une autre personne qui n'est pas de ma culture qui le dit. Oui, mais tu sais, bottom line, ce que j'ai dit, c'est que quand je voyais un jeune homme noir rub it in d'en face de tout le reste du monde, je trouvais ça satisfaisant. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et ce que j'ai aussi dit, c'est que peu importe t'es qui, si t'es une victime puis tu te responsabilises pas, ben c'est toi qui as un problème. Tu sais, je veux dire, c'est... Non, c'est clair. Je suis très à l'aise avec ce que j'ai dit. Tu sais que les gens, l'être humain, comment il fonctionne, il va prendre l'information qui fait son affaire. Tout le reste, là, il s'en calisse. Toi, tu as l'air d'être capable de vivre avec ça. Absolument. Ben, moi aussi. Absolument. Avant, c'était difficile pour moi, puis tranquillement, pas vite, je me suis dit, OK, Marsha, quel genre de personne tu veux être? Autant pour moi, autant pour ma business, autant ce que je veux apporter à mes clients, tu sais, that's it. Le reste, ben on verra, là. Tu comprends? 100%. Puis quand est-ce que tu vas le sortir? Celui-là, il sort en octobre. C'est toujours un mois. On fait toujours le contenu un mois avant. Parfait. Fait que nous, en fait, à chaque semaine, on rencontre des gens puis on sort le contenu. De toute façon, avant même que ça sorte, c'est sûr que je vais te l'envoyer. OK, parfait. Là, pour, puis je vais le mettre dans mon réseau aussi. Ah, c'est cool, c'est cool. Parce que j'ai, en fait, je vais te le mentionner vite, j'ai commencé à accumuler beaucoup de contenu audio. D'accord. Puis je vais attendre d'avoir, en fait, j'en ai assez, là, c'est rendu la procrastination, mais je vais tout mettre sur ma plateforme. Fait que si tu veux que je mette ça aussi sur ma plateforme, ben oui, c'est très cool. Je vais le mettre. Puis tu sais, je pense que le message qu'on a parlé aujourd'hui, ça vaut vraiment la peine de le véhiculer, puis que les gens juste se responsabilisent en général, puis aussi que les gens fassent l'effort de comme dénoncer les problèmes quand ils les voient. Ça, c'est important. Effectivement. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui prennent le temps de dénoncer. C'est pas facile, c'est sûr, on va se le dire entre toi et moi, c'est pas facile. Ouais. Okay, tu prends goût, je te dirais. Oui, effectivement, c'est ça. Tu prends goût parce que, comme, au début, c'est sûr que c'est pas facile, mais quand ça fait 2, 3, 4, 5 fois, là, ça commence, plus que ça va, là, plus que, comme, c'est systématique, puis je te dis, tu y prends goût, vraiment. C'est vrai. Non, t'as raison à 100 000 à l'heure, c'est vrai.
Tu prends goût aux choses difficiles.